Je suis bien la dernière personne au monde de laquelle tu peux te foutre. Michael Mann vient de nous lâcher un téléfilm dont je parlerai, le très bon Comme un homme libre de 1979, tourné en partie dans la prison de Folsom. C'est en filmant ce dernier d'ailleurs qu'il va comprendre ce que c'est que d'être un prisonnier en dehors de la société et combien la réhabilitation peut être compliquée. Et t'es jamais venu à l'idée d'essayer de bosser pour gagner ta vie? Monter tes propres coups. En 1975, un voleur de bijoux, John Seybold, va publier un livre sous le pseudonyme de Frank O'Heimer, The Home Invaders. L'histoire se passant à Chicago, dont Michael Mann est issu, il veut en tirer de quoi réaliser son premier long métrage sous forme de polar. Mann va aller voir United Artists pour débloquer un budget estimé à 8 millions de dollars pour finir à 5,5. Ronnie Kahn, frère de l'acteur, sera producteur du film. Le studio accepte et lui donne le champ libre, soit une liberté artistique totale, ayant adoré son téléfilm. Le livre sert Mann pour les dialogues et expressions entre voleurs, et uniquement pour ça, et surtout le plus important, comment ils vivent, quel est leur environnement et bien sûr leur mode opératoire pour les braquages. Le livre se déroulant durant la décennie 50 à 60, le film sera adapté sur les années 70 à 80, mais surtout, l'adaptation ne sera pas faite, il ne gardera que quelques idées du livre donc. Salut, ça va? Oui, en pleine forme, merci. Ah, c'est chouette ça. Le réalisateur va donc essayer d'être sur ce film le plus réaliste possible et comme à son habitude s'entourer de ses relations dans la police et va entrer en contact avec de vrais voleurs et policiers comme WR Bill Brown et John Santucci qui feront même partie du casting comme Mann continuera à le faire sur son Manhunter. Tu sais, il y a un truc très important qu'il va falloir que t'apprennes. Je veux que t'apprennes mon nom par cœur, Sergent Urizzi. Alors côté Chuck Adamson, Sam Ciron et bien sûr Dennis Farina qui fut membre de la brigade de lutte contre le cambriolage à Chicago de 67 à 85 pour ce dernier. Le tournage se fera à Chicago et Los Angeles et c'est Donald Thorin qui va s'occuper de la photographie très importante chez le réalisateur. Il deviendra un habitué de ces photos lugubres mais lumineuses, pluvieuses où le sol est souvent trempé, comme sur son contre toute attente de Taylor Hackford, Purple Rain d'Albert Magnoli, Midnight Run de Martin Brest ou Là c'est très sec, Haute sécurité de John Flynn et Le Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli. L'aspect sombre et brillant du film a été obtenu grâce à un éclairage discret, de nombreuses scènes de nuit et des rues humides qui reflètent mieux les néons et autres lampadaires. Un camion avec un réservoir d'eau d'environ 246 hectolitres avait été utilisé pour maintenir les rues constamment humides. La fibre optique a été utilisée pour filmer de l'intérieur des voitures. Pour la scène d'ouverture du film, James Caan a dû casser un vrai coffre-fort d'une valeur de 10 000 $ avec une perceuse hydraulique. Une scène brillante de plus de 10 minutes en tout dont l'action est exécutée et planifiée en silence. Nous n'avions jamais vu ça avant. Un travail parfait que Mann réalise avec brio et dont les sons et pulsations du groupe Tangerine Dream à la musique qui ressemblent au battement du cœur du héros, voire aux ondes cérébrales de sa concentration. Caan va réussir à percer le coffre avec cette perceuse qui pèse 90 kg devant des voleurs accomplis et va ouvrir les deux autres portes avec un poinçon et un marteau sous les applaudissements des anciens, ou presque, braqueurs. Une maison sur Catalpa Avenue à Chicago va être utilisée pour la maison du personnage principal. Elle a été agrandie pour l'apogée du film avec une fausse façade qui pouvait être explosée. Cependant, elle fut si grande cette explosion qu'une partie de la vraie maison a également pris feu. Elle sera démolie malheureusement après.
Le solitaire est le titre qui va symboliser la plupart des héros de Michael Mann, du Glecken de la Forteresse Noire à Will Graham sur Manhunter, d'Œil de Faucon du Dernier des Mohicans à Neil McCauley de Hit, de Jeffrey Wingan de Révélation à Ali, de Max Durocher de Collateral à Sonic Rocket dans Miami Vice et Nicolas Hathaway dans Hacker. Des hommes qui ont en général un plan de vie ou un goût de liberté dont Rain, son héros de Comme un homme libre, en restera le premier. Parce que j'attache aucune importance à ce qui m'arrive à moi. Je m'occupe pas de moi, je me fous complètement de tout. Tu comprends? Tous ces héros d'ailleurs scrutent souvent l'horizon, celui de la mer ou de l'océan en général, ce chemin qui est le leur vision unique de leur plan, la mer ou l'océan symbolisant le besoin de calme et de réflexion qu'ont besoin les personnages, et Michael Mann, qui ne s'en cache pas, après sa journée de travail ou de cambriolage ici. La première scène de la mer est replacée d'ailleurs dans le Blu-ray en Director's Cut, aujourd'hui disparu, un Director's Cut dont la scène est en VO sous-titrée puisque jamais doublée. Look at that, huh? That's magic. Mais Mann, en dieu jouant avec ses personnages, brise les liens du héros avec la mort du mentor le jour où il est libéré et la stérilité de Jessie alors que le rêve de Frank est de fonder une famille. Ne pouvant y arriver, Léo en étant le mur qui l'empêche d'accéder à ce dont il a besoin, Frank va tout détruire. Tout ce qu'il possède, sa maison, ses voitures d'occasion, son bar... et va dans un final digne de l'Apocalypse s'introduire chez Léo et abattre tous ceux qui se trouvent devant lui, ne s'en sortant que grâce à un gilet pare-balles et disparaître dans la nuit. Un climax absolu et puissant où le montage de Dov Henning sera repris sur Manhunter, c'est lui qui travaille dessus aussi, avec ses coupes sur les impacts et les corps en filmant les scènes à différentes vitesses pour produire un effet saccadé, un régal. J'avais piqué $40. $40. Ouais. À la fin des années 1970, James Caan est approché par Michael Mann avec le scénario du Solitaire. L'acteur a été impressionné à la fois par Comme un homme libre et le scénario de Mann, ce qui l'a amené à accepter de jouer le personnage principal. Le réalisateur va demander à l'acteur de jouer Frank, donc cambrioleur, et de faire de longues recherches sur les voleurs et leur monde. J'ai compris depuis ce jour-là que si j'ai pu survivre, c'est parce que je suis arrivé à ça, adopter cette attitude. Un homme à la mentalité implacable, sur le fil parce que personne ne veut le voir arrêter ce qu'il fait de mieux, mais qui se tient à son plan et sa bulle intérieure de protection. Sa femme, qu'il choisit lui-même et en espère une famille, son équipe dont il connaît chaque rouage et ne dévie pas de son plan, celui qui l'amènerait vers une plénitude dont il a besoin. Aucun alcool, aucune drogue et un personnage sur une autoroute de la résilience et de la rédemption. On voit que Frank n'est pas à l'aise avec les hommes, ou l'humain en général, la société il s'en tape cordialement. Il est libre dans sa tête, seule la volonté d'accomplir son plan compte, comme Neil McCauley joué par De Niro dans Hit d'ailleurs. Ça, c'est ma vie. Et il n'y a rien ni personne qui pourra m'empêcher de réaliser ce projet. Frank, lui ayant passé trop de temps en prison, ne comprend pas ce monde. L'homme est paumé en pleine jungle urbaine et son seul plan peut le sauver. Mann va exiger que les acteurs, surtout James Caan et James Belushi, arrivent à maîtriser les outils de braquage et notamment une lance à oxygène à plus de 4000 degrés qui doit être tenue par 2 personnes pour le deuxième braquage. Frank est un homme calme, étrange, méticuleux, où chaque geste qu'il fait, même les plus anodins, sont comme calculés. Il semble toujours en prison, et sa vie semble n'être qu'une longue attente d'un problème qui va arriver. C'est par l'amour qu'il va se rendre compte de sa propre vulnérabilité. Il veut adopter avec Jessie, un enfant, et le fait sans aucun sens, toujours violent, surtout dans l'agence d'adoption. Vos critères d'adoption, ils sont tellement enfoncés dans votre cul qu'ils voient même pas la lumière du jour. Franck, je t'en prie, on s'en va. En racontant sa jeunesse, touchant et formidable. J'ai grandi à l'orphelinat, et ce genre d'endroit, c'est mortel. Un gosse qu'on enferme entre 4 foutus murs. C'est Bernard Tiffen qui double admirablement James Caan ici.
Je t'emmène prendre un café et on s'explique. Alors arrête ton putain de cinéma. Tu vas m'emmener prendre un café, tu plaisantes ou quoi? Jessie, compagne de Frank, choisie par lui, parce que déterminée à la vouloir, son plan étant au final de fonder donc une famille, c'est la belle et talentueuse Tuesday Weld qui incarne ce personnage de femme réussie et surtout très bien écrit. Tu veux lui donner un prénom en souvenir de Cla? C'est la femme fatale parfaite, celle pour qui l'on plaque tout, où l'on devient fou. Mais Frank, lui, est direct, presque brutal. Il ne sait pas vivre en société, alors en amour, encore moins. Au début, il y avait beaucoup d'amour entre nous. Ce gars, c'était un trou du cul. Au début, il y avait de l'amour entre nous. Ton mec, c'était un trou du cul. Même ses grandes déclarations sont trop directes, sans romantisme aucun. Alors on arrête les petites plaisanteries de merde, là, et on continue notre beau roman d'amour. Quoi? C'est en se racontant leur vie propre, leurs brisures, leurs défauts, et quand Frank va lui faire comprendre ce qu'il est en lui montrant son fameux collage, que Jessie va commencer à ressentir des émotions. Tu sais, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai pas ma place dans ta vie. Elle ressent ce besoin d'amour, prêt à tout pour elle, un nihiliste des sentiments amoureux, et Mann va réaliser une scène absolument formidable, et en lui demandant si elle veut bien rester avec lui, elle va simplement lui tendre la main sans rien dire, encore ce silence, et ce, comme la scène du braquage du début, après 10 minutes de dialogue. Cette scène est la plus importante du film, celle qui va décider James Caan à accepter de tourner dans ce métrage. Frank n'aura d'autre choix que de lui donner de l'argent, l'obliger à partir jusqu'à aller l'insulter. J'ai pris un engagement envers toi. Je m'en fous de moi. Et de toi. Annie Sinigleria est la voix française de Jessie. C'est moi la banque. Je suis le phoque de la moitié de la ville. T'as bien monté 2-3 coups par mois sans t'arrêter un mois. Oh, je suis au courant. Pour pouvoir réussir son plan plus rapidement que prévu, il va s'allier à Léo, ce cher Frank, malheureusement. En plus, il essaye d'échapper à des flics pourris. Léo est joué par l'imposant Robert Proscrit, une signature avec le diable dont le final en sera la quintessence. Léo va séduire Frank, tel Belzébuth, le séduire pour mieux le contrôler, étendre son emprise sur le bonhomme pour ne plus lui laisser aucun choix que de travailler pour lui. Je peux trucider toute ta famille. Je peux tous vous mettre sous cellophane et vous prendre à un boucher comme beefsteak haché. Léo, lui, est l'anti-Frank. Il est certes un grand criminel, mais aussi fait partie du monde dans lequel il vit à son époque, que Frank ne comprend pas. Il est un mal nécessaire de Frank. Il va l'exploiter comme le pire des requins, l'ordure finie qu'il est, tout en jouant sur le père de substitution qu'il est loin d'être, mais où il a bien compris que Frank a besoin, après le départ, de son vrai mentor. Je serai un père pour toi. Bagnole, flingue, argent. Je serai un père pour toi à partir de maintenant. L'homme lui vend du rêve pour mieux tout reprendre. Dès que Frank accède à ce qu'il veut, menace sa famille et son enfant, Frank lui appartient jusqu'à sa mort. Et je veux que tu travailles jusqu'à ce que tu sois paralysé, tu sois mis au trou, que tu crèves. Le grand acteur Jack Dinham est la voix française de Léo. On va essayer. La flotte est géniale. Ouais, profites-en. James Bellucci et Barry, qui travaillent avec Frank, c'est son second, celui qui le renseigne si problème il y a, et qui est le spécialiste des alarmes. Son amitié à Frank est sincère et il est extrêmement loyal. L'acteur va tenir à effectuer ses cascades lui-même, notamment lors de sa mort. Réponds-lui. Lorsque Frank, se rebellant contre Léo, condamne celui-ci. Il va donc apprendre à réagir à un coup de feu puisqu'il prend un énorme coup de fusil dans le bide et son impact à bout portant, d'autant qu'il a les mains attachées en hauteur et va s'entraîner à percuter la camionnette derrière lui. De pleines pochettes de sang seront bien sûr fixées sur son dos. Jack Ferrière le double Easy. C'est très sympa d'être venu si vite. Je devais venir de toute façon. Okla, lui, est interprété par le chanteur de country Willie Nelson. Il est le mentor qui a tout donné à Frank afin qu'il devienne le meilleur dans son travail. Et c'est un gars super. Je le considère comme un père. Et c'est lui qui m'a appris toutes les ficelles. Personnage quasi mythique, comme souvent chez Nelson, rappelez-vous ce personnage dans la saison 3 de Miami Vice où il est Jack Pierten qui parle peu mais toujours de façon intense et qui nous gratifie ici de sa présence plus que lumineuse sur le métrage. Ne mens à personne. Si tu débites des conneries à celle que tu aimes, tu vas tout gâcher. Il est donc le père de substitution de Frank dont la photo est vraiment le centre du collage puisque c'est le plus gros visage de la carte. Fais-moi sortir d'ici.
Frank va soudoyer un juge pour une libération anticipée. L'homme est malade et c'est à peine sorti que malheureusement il va décéder. Croyez bien que je suis sincèrement désolé. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit, La séquence du juge d'ailleurs, où il est doublé par Jean-Claude Michel et où il joue avec l'avocat, il se communique les sommes de soudoiement avec les doigts sur le visage devant tout le monde, est hilarante. Je ne suis pas entièrement convaincu. Raymond Loyer est la voix française de Willie Nelson. Je vais tellement te filer le train qu'un beau jour tu feras plus gaffe à rien. Et ce jour-là, je viendrai moi-même te mettre en l'air là où tu bosseras. John Santucci, ancien criminel donc, est engagé par Michael Mann pour jouer le rôle d'Urizzi, un rôle bas de flic, ce qui est plutôt ironique. James Caan utilisera tous les vrais outils de braquage que Santucci utilisait. Le personnage de Frank est basé sur les manières, langage et attitudes de Santucci pour Mann. C'est une salope et fera la misère à Frank tout du long. Déconne pas. Tout doux, Frank. WR Bill Brown et Mitch, le bras droit de Léo, est toujours sur la wanted list du FBI en 2014 à l'époque. Lui et Santucci donneront tous les deux à peu près le personnage écrit de Frank. Va te faire maintenant. Régler ton compte. Et je t'arrache la tête, enfoiré. Écoutez-moi, je t'enculé dehors. À ses côtés, nous avons plusieurs personnages comme Martello qui est joué par Sam Ciron et Denis Farina absolument impeccable et qui va malheureusement tuer Barry et sera dans la scène finale. Nous avons aussi Chuck Adamson qui joue Ansel et qui est le flic qui a tué dans la vraie vie le vrai Ned McCauley de Hit. C'est à toi que je parle. Va te faire foutre, toi, compris. Allez, grouille. Dans le club de jazz où Frank arrive avec 2 heures de retard, nous avons un jeune acteur qui apparaît quelques secondes, Carnal Trump, abonné sur cette chaîne, trouve fabuleux, William L. Petersen, sous lumière bleue en plus, qui va devenir le très beau et fabuleux Will Graham dans le Manhunter de Man, et Richard Chance dans Police fédérale Los Angeles de William Friedkin, et bien sûr deviendra une star du petit écran sur les experts Las Vegas en Grissom. Il est ici donc le barman du club et fait ses débuts au cinéma. Tangerine Dream est un groupe allemand de rock, principalement de musique instrumentale électronique originaire de Berlin. Le groupe est formé en 1967 par Edgar Froese avec le violoniste et violoncelliste Konrad Schnitzler et le batteur et compositeur Klaus Schulze. Les compositions du groupe les plus marquantes et influentes sont pour les années 70 Edgar Froese, Christopher Frank et Peter Baumann, et pour les années 80 le trio de claviéristes Edgar Froese, Christopher Frank toujours et Johannes Schömling, ici ceux qui vont composer ce score. La musique telle qu'on l'entend dans le film n'est pas encore vraiment identifiée. Certains parlent même du début du mouvement de la techno. Le Beach Theme, hymne à l'amour et aux rêves de Frank, en est le morceau de bravoure, symptomatique du groupe comme du réalisateur et de ses goûts. C'est en effet ce genre de morceau que Michael Mann utilisera beaucoup sur La Forteresse Noire ou sur Manhunter. Ce thème est en complet décalage avec ce que l'on entend durant le reste du film, mais c'est bien celui qui reste en tête. L'album est étonnant et atypique, mais reste complètement cohérent. La boîte à rythme et les claviers s'associent parfaitement, alors qu'isolés, ces moments seraient peu réussis, mais vont nous donner ici, une fois tout conjugué, une montée en puissance, comme l'histoire du film, angoissante à souhait, et comme le film jamais entendu avant. Le groupe sait composer une musique de film, point de doute là-dessus, et on les retrouvera avec plaisir sur des films comme La Forteresse Noire, le film suivant de Michael Mann, ou En Frontières de l'Aube, par exemple, de Catherine Bigelow. La chance du groupe sera de pouvoir composer la musique une fois le film fini, et donc de pouvoir s'imprégner du métrage. Les riffs de guitare de Froese et les claviers de ses comparses nous laissent admiratifs de ce que l'on peut composer de nouveau en score électronique pour le cinéma. A noter d'ailleurs le dernier morceau, 9e sur l'album, nommé Confrontation, correspondant à la scène finale où Frank se débarrasse de ses ennemis, lui est composé par Craig Safan, compositeur qui a eu son heure de gloire sur des films comme Starfighter ou Remo sans armes et dangereux dont j'ai parlé. Ici, c'est encore un morceau pur Michael Mann dont il a le secret pour trouver avec le compositeur l'ambiance de ces moments absolus, comme le Will Graham theme de Manhunter.
œuvre matricielle où tout Michael Mann est présent et dont le héros et le réalisateur, par leur approche de leur travail, ne font qu'un. Vous n'avez pas idée à quel point le visionnage du Solitaire à l'époque nous fait l'effet d'un uppercut direct sans la moindre chance de rendre les coups. C'est que l'on en a vu des films de braquage, de vol, de casse et de monde carcéral. Jamais personne n'aurait pu prévoir la réalisation absolue de ce nouveau cinéaste, ce ton immersif qui nous embarque, où le son et l'image nous font l'effet d'une bombe cinématographique. Un héros qui a une vision d'enfant sur le monde et qui veut se créer et qui nous bouleverse avec la réalisation d'un auteur que l'on découvre hyper structuré où chaque plan, comme il le prouvera derrière, est ultra réfléchi, de la photographie chaude au son Michael Mann qui restera sur chaque film, bref une préparation aux petits oignons. Mann est obsédé par le design, comme son comparse William Friedkin, en ne filmant leurs décors et objets, mais à l'inverse l'un de l'autre, mais avec pour les deux un talent indéniable. Tout Michael Mann est donc déjà là, son style, sa façon de faire et ses thèmes récurrents, dont le premier, l'homme est ce qu'il fait le mieux, ici, détruire l'acier pour Frank. Le film est le plus simple de son réalisateur, dont les budgets vont explosé après et reste aujourd'hui, avec Manhunter, celui où on a le plus d'empathie pour son personnage principal. Un film noir inédit, je le répète, mais à l'époque, le film nous avait vraiment claqué la gueule par son réalisme de sa mise en scène, toujours au plus près des personnages et des outils qu'il utilise. Le final éblouissant nous prépare à l'attaque de la maison de Francis Dolarhyde, le dragon rouge dans Manhunter, réalisé avec une puissance évocatrice qui va amplifier film après film. Il est dommage d'ailleurs que le titre français ait conservé l'article « Le Solitaire » au lieu de juste « Solitaire » tout court, comme le titre anglais « Thief » et non pas « The Thief ». En effet, le titre en VO se concentre sur la condition de Frank et non pas l'homme. Un monde où truands et policiers se rejoignent, aucun n'est réellement blanc ou noir, où tout se vole, tout se négocie, où la société elle-même semble faire partie de ce monde truandé, où les pots de vin sont rois. J'ai été payé bien sûr moi aussi une belle somme pour mettre une note à ce film, un 7/6 qui m'évite bien des soucis avec des gens de peu de foi, vous le comprendrez. Voilà, je voulais parler bien sûr de ce film de Michael Mann qui est pour moi un pur chef-d'œuvre, un film génial et qui nous annonce des années et des années de grands films derrière dont on attend son prochain The Killer. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'ai pas essayé de faire du name dropping sur celle-là parce que j'estime que les personnages sont beaucoup plus forts que les acteurs eux-mêmes, ce qui est rare. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, pensez à activer la cloche bien sûr et à vous abonner, c'est gratuit, et on se dit à bientôt pour du très lourd. Bye bye.